personne, effectivement, qui a voulu que Duvalier fils soit un procès organisé par Duvalier Jean-Claude. Toutes les personnes qui sont ici de nos âges, qui ont connu la dictature de Duvalier, savent ce que c'était. Et je tenais particulièrement à lui rendre cet hommage parce que c'est lui qui nous a guidés, je dirais, dans ce combat contre tout ce qui peut aller vers l'obscurantisme en Haïti. Et pour les jeunes d'Haïti, je crois que notre travail à nous, les anciens et même les plus jeunes, le devoir de mémoire est important. Parce que moi, il y a la chose qui m'a le plus choqué ces derniers temps, c'est quand Jean-Claude Duvalier est arrivé en Haïti et que les jeunes lui ont rendu un hommage. J'estime que c'est inadmissible quand on sait ce qu'a fait la famille Duvalier pendant toutes ces années, puisque moi-même j'ai dû quitter Haïti en 1964. Duvalier François est gouverné, si je puis dire, jusqu'en 70 et son fils jusqu'en 86, quand il a quitté Haïti, chassé par la révolte du peuple. Je crois qu'il ne faut jamais arrêter de dénoncer ces gens qui veulent maintenir Haïti dans l'état dans lequel il se trouve. Et si Haïti est encore à ce stade aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des gens comme les Duvalier qui ont voulu le maintenir comme ça. Je tenais à rendre cet hommage à Gérald Monteau, qui lui s'est toujours battu contre ce genre d'individus en Haïti. Bon, bien, la présidente vient d'arriver, ben m'exténuer, elle va vous dire un peu. Bonjour à tous, merci d'être présents auprès de nous pour ces rencontres nationales. Je vous souhaite la bienvenue aux 7e rencontres nationales du collectif Haïti, organisée au soutien du collectif Haïti Occitanie dans un lieu très agréable, comme c'est Néopole de Brest. C'est un peu loin quand même. Si c'est loin, c'est loin à Bretagne. Ces rencontres nationales ont lieu tous les 2 ans. Elles sont vraiment un temps fort de notre réseau. C'est l'occasion de se retrouver. Et puis voilà, ce réseau qui est important puisqu'on est à 88 associations membres, dont une dizaine ont adhéré récemment la dernière année, dans les 2 dernières années. Et voilà, on a aussi une centaine de membres individuels. Et on est suivi par de nombreuses structures qui œuvrent de près ou de loin avec Haïti. Ces rencontres permettent vraiment de créer du lien entre les acteurs de la solidarité avec Haïti et de recevoir à cette occasion des invités haïtiens experts dans leur domaine qui dresseront un bilan de la situation haïtienne actuelle. Ils nous feront partager aussi leurs ressentis, nous ferons connaître leurs besoins. Et nous nous aiderons à travailler aussi dans le respect des attentes du peuple haïtien, ce qui est quand même le plus important. Nous aurons aussi des experts français qui seront présents à nos côtés pour débattre et chercher des solutions pérennes ensemble. Voilà, c'est également l'occasion de mieux structurer notre réseau, de vous rencontrer, de vous connaître et éventuellement de faire des choses ensemble, de construire peut-être des projets en commun. J'espère qu'à l'issue de ces rencontres, dans l'année qui suivra, on aura déjà quelques projets communs qui pourront être initiés. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Et voilà, il faut aussi qu'on apprenne à capitaliser sur nos expériences. Et ça sera un gros travail du collectif Haïti dans les deux années à venir. C'est de créer des journées thématiques. Et à l'issue de ces journées thématiques, de faire des fiches expériences, des capitalisations d'expérience, de manière à ce que chaque association ici présente puisse trouver des éléments pour faciliter son travail en Haïti, pour faciliter les projets, pour faciliter la recherche de financement. Donc ça, c'est vraiment très important de capitaliser entre nous sur notre expérience. Ça permet d'avoir une plus grande efficience aussi de notre action commune. Voilà, j'estime qu'on est une action commune. Voilà, le titre des rencontres nationales, Grandir en Haïti, a une double lecture, puisqu'on traitera particulièrement de
bonnes conditions de vie, ce qui est très important aussi, mais aussi comment cette jeunesse formée pourra participer à grandir Haïti, participer à l'émergence économique et sociale d'Haïti. Je voudrais citer Nelson Mandela, qui disait « L'éducation est l'arme la plus efficace à utiliser pour développer un pays ». Donc c'est pourquoi nous avons souhaité que ces rencontres nationales traitent de ce sujet primordial, en abordant cependant des thématiques essentielles aussi à l'émergence du pays. Donc, vous avez eu un aperçu des tables rondes qui vont avoir lieu sur les thématiques diverses d'accès à l'eau, à la santé, de la sécurité alimentaire, pour essayer de proposer des conditions de vie dans les écoles et améliorer les conditions de vie aussi des communautés voisines. Donc une table ronde d'éducation qui sera la plus peut-être suivie, je pense, par nous tous, sur l'éducation, la formation professionnelle, la numérisation, la formation des professeurs, sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler au travers du projet Comosé, contribuer à la modernisation du système éducatif haïtien. Ce projet est porté par le PREF, Régis Pontieux, par là peut-être, voilà, du groupement des retraités de l'éducation sans frontières. Non, c'est pas ça, je me trompe. Donc le CHF, Haïti Futur. Et voilà, ce projet avait été initié par l'ancien président du collectif Haïti, qui doit être par là, Paul Vermande, et avec Régis Pontieux et puis Joseph Ruffert. Voilà, au départ, ce projet a... Oui, je vais l'applaudir aussi. Donc, le premier projet avait été refusé par l'AFD. On a dû le retravailler. Et on a eu quand même l'acceptation début février de ce projet. Et ce projet a commencé le 1er juin. Et il est très intéressant parce qu'il implique 21 associations membres du collectif Haïti et il impacte 30 écoles. Et donc voilà, il y a déjà actuellement 6 écoles dont les projets ont été pratiquement menés à bien. Donc en particulier Lyon Haïti Partenariat, Zani la Santé, le CEFREPAD, l'école du CEFREPAD et puis Yogan. Donc voilà, c'est des beaux projets qu'on va mener ensemble. Alors c'est pas facile à mener, hein, mais on va essayer de faire au mieux, comme toujours, ensemble. Voilà. Donc ça, vous aurez un aperçu de ce projet lors de la table ronde d'éducation. Et ensuite, il y aura une autre table ronde avec 2 jeunes femmes haïtiennes entrepreneurs qui viendront nous parler de leur création d'entreprise. Et ce sera à ce moment-là l'occasion d'aborder les freins et les opportunités des créations d'entreprises en Haïti, mais aussi d'évoquer la place des femmes dans la société haïtienne. Donc voilà, le contenu de ces rencontres est ambitieux, hein, je pense, mais le collectif Haïti de France est intimement persuadé que seule une avancée globale basée sur une éducation de qualité pourra participer à l'émergence d'Haïti. Et nous souhaitons appuyer nos associations et leurs partenaires haïtiens dans tous ces domaines. Il nous semble aussi impératif de stopper cette hémorragie de migration de cette jeunesse haïtienne instruite et diplômée en leur offrant la possibilité de construire un avenir meilleur dans leur pays natal. C'est quand même le but aussi de travailler sur l'éducation, c'est qu'ensuite il y ait des possibilités de créer une entreprise et d'avoir du travail en Haïti. Bref, bon, je voulais aussi vous parler de la situation économique et sociale en Haïti. Il ne vous aura pas échappé qu'elle s'est dégradée cette année, qu'il y a eu de nombreuses manifestations contre la corruption ou pour obtenir des mesures anti-pauvreté. Et à cette occasion, on a remarqué que le peuple haïtien a su faire preuve d'une grande détermination, demander les choses sans violence, en utilisant les réseaux sociaux, ce qui est assez nouveau. C'est une bonne chose, je pense. Ça dénote une évolution dans les mentalités haïtiennes également. Et le résultat était quand même, je trouve, satisfaisant, puisqu'ils ont réussi à obtenir des mesures immédiates et concrètes de la part du gouvernement. Donc nous les soutenons, et nous espérons que ça sera mené à
remarqué que la demande sociale est très prégnante et il faut tenir compte aussi de cette volonté des Haïtiens de sortir de cet état de pauvreté. Et donc, il faut absolument leur apporter notre appui en mettant en œuvre des projets communs de plus grande envergure, comme nous avons déjà initié avec le projet Comosé. Voilà, les associations membres du collectif Haïti sont nombreuses, elles sont aussi assez professionnelles, même s'il y en a certaines qui doivent encore évoluer un petit peu dans ce domaine, mais on va les aider. Voilà, moi je souhaite qu'à l'issue de ce colloque, et notamment aussi de ces ateliers, nous puissions décider d'actions concrètes qui pourront déboucher sur la mise en œuvre de projets communs. Et voilà, je sais que je peux compter sur vous, sur votre participation active et sur votre volonté de soutenir Haïti dans son développement. Voilà, j'espère que nous aurons j'espère que nous pourrons dans un an nous revoir, peut-être à l'occasion de journées thématiques ou les journées les collectifs Comosé, et d'essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux aussi. Et également, je vous invite à vous mettre en contact aussi pour mener à bien des projets ensemble, surtout si vous travaillez dans la même zone géographique en Haïti, ou si vous êtes un peu dans la même zone géographique en France, de manière à pouvoir demander ensemble des financements auprès de partenaires plus grands comme l'UNICEF ou la Fondation de France. Donc n'hésitez pas à vous contacter aussi. J'ai l'intention de mettre en lien plusieurs personnes sur plusieurs projets, dont un projet photovoltaïque. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans beaucoup de domaines. Et il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on travaille de manière beaucoup plus efficace. Voilà, on va essayer de le faire tous ensemble. Voilà, je vais juste terminer en remerciant nos financeurs habituels et permanents, l'AFD, la Fondation de France, le CCFD, le FDBA, ainsi que la région Occitanie, la Fondation Pierre Fabre, Pierre Caraïbes, qui nous a aussi un petit peu aidé pour faire cet événement, et puis tous les fournisseurs de bons produits locaux que j'ai hâte de visiter, comme vous, je suppose, voilà, pour leur aide sur la participation de cet événement. Et puis merci à TV Antilles qui filme ce colloque et tous les médias qui ont aimablement relayé cet événement en radio et dans la presse. Et juste un petit, je termine, je vous jure, je ne vais pas vous embêter plus. Je voulais juste adresser un grand merci aux salariés et administrateurs du CHR, ainsi qu'aux associations du collectif Haïti Occitanie, pour leur soutien à l'organisation de ces rencontres nationales. Et je vous remercie encore de votre présence. Tout d'abord, je vais appeler à la table, vous, le micro là-bas. Luc, ça marche là-bas? Oui. D'accord. Alors, j'appelle Claude Calix. Alors, Claude est représentant du collectif Haïti en Haïti, à Port-au-Prince. C'est ça. Et il va nous dire un petit mot sur son travail et comment il entrevoit les choses. Bon, comme je le dis mon nom, je m'appelle Claude Calix. Je travaille pour le collectif depuis plus d'un an. Disons, mes activités ont commencé le 1er juillet de l'année dernière. Et ma mission, c'est de représenter le collectif dans toute occasion, répondre aux invitations, particulièrement des autorités nationales, internationales et des organisations.
haïtiennes, mais aussi des organisations internationales. Et c'est aussi, disons, une mission qui consiste à répondre quand une association membre du réseau collectif Haïti de France a besoin d'un appui ou bien d'un soutien ou bien d'un suivi, et, disons, auprès d'un partenaire haïtien, et de rendre possible cette action. Et pendant l'année, j'ai répondu plusieurs fois aux invitations de l'ambassade de France, qui devrait discuter sur plusieurs thématiques concernant les activités du collectif, la cantine scolaire et aussi d'autres thématiques concernant l'éducation. J'ai aussi répondu à l'appel de plusieurs associations membres du collectif pour visiter leurs travaux, leur école. J'ai envoyé plusieurs comptes rendus à ces propos. Et j'ai représenté le collectif Haïti de France de manière permanente au CLIO. Le CLIO, c'est le cadre de liaison inter-ONG qui développe plusieurs thématiques. Et, disons, je dis souvent, c'est une organisation, disons, c'est un réseau à thématiques éclatées, disons, à l'image du collectif Haïti de France, qui, en fonction des préoccupations des associations membres, développe des thématiques que je pourrais appeler de têtes de série en termes de thématiques, et dont la question de l'éducation, où je participe à l'AG tous les 3e mercredis du mois, où l'on échange sur la situation de l'éducation en Haïti. On rencontre fort souvent les acteurs en éducation. Et parfois, je participe aussi à d'autres cafés CLIO sur, par exemple, la souveraineté alimentaire. Et j'ai participé aussi avec le CLIO à organiser plusieurs activités sur la thématique des langues à l'école en Haïti. Et pendant plusieurs fois, j'ai donné 2 conférences sur cette question. Et après quoi, on a pu organiser un colloque sur la même thématique. Et on m'a aussi demandé de dire quelque chose un petit peu sur l'actualité et de cette question en Haïti sur l'éducation. Je n'ai pas trop grand-chose à dire parce que je remarque que vous êtes aussi bien informé que moi, surtout par Alter Presse, mais je voudrais souligner plusieurs choses, et surtout sur la question de l'éducation. C'est du gros travail qu'on a à faire dans ce pays sur cette question, et il est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés à tous les niveaux. On doit voir d'abord les parents haïtiens qui investissent beaucoup dans l'éducation. Il y a beaucoup d'argent aussi qui sont investis dans les ONG. Mais nous, acteurs, je dis acteurs parce que je suis dans l'enseignement, mais aussi observateurs, on s'est dit qu'il y a encore beaucoup à faire, et il nous faut, comment dire, et nous concentrer pour éviter quelque chose que nous constatons, nous acteurs haïtiens, qui est un petit peu pénible et dramatique, parce que les dernières réflexions qu'on fait, moi particulièrement à l'université avec des collègues, on s'est dit, et ce qui se passe au niveau de l'éducation en Haïti, par rapport à ce qui s'est passé peut-être avant les années 80, où il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas de scolarisation massive. De nos jours, il y a de la scolarisation massive, mais la thématique que vous retenez pour, disons, la rencontre nationale nous dit rapidement quelque chose. Scolarisation massive, certes, mais quelle qualité de l'éducation? Et la question de la qualité de l'éducation, sa situation en Haïti, nous pousse, nos acteurs et haïtiens à dire, mais c'est comme si le crime est parfait. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'école. Maintenant, les gens sont présents à l'école, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Et la métaphore qu'on utilise, moi personnellement, c'est comme amener des malades à l'hôpital pour qu'ils puissent mourir et non pas pour qu'ils puissent soigner. Donc la question de l'éducation est très pertinente. Dans le CLIO où je vous présente le collectif Haïti de France, cette année, c'est l'une des thématiques qu'on retient pour faire plaidoirie, parce qu'on se dit d'abord, il faudrait que les associations puissent avoir un référentiel commun sur ce qu'on doit entendre pour Haïti par
éducation de qualité et quelles sont les stratégies qu'on doit définir ensemble pour s'attaquer à cette question. Cela implique pas seulement l'investissement dans l'assainissement ou bien dans la formation des maîtres, mais cela implique aussi une plaidoirie pour que les responsables, tant privés que publics, prennent conscience de la gravité de la situation. Et je pense que je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus sur ça, mais l'aspect que je voudrais souligner sur la question de plaidoirie, ça implique aussi les associations membres du collectif et qu'on devrait voir. Bon, c'était un peu le projet de, disons, l'un des points de ma fiche de travail pour le collectif en tant que représentant, voir si, pour que les actions du collectif, particulièrement au niveau de l'éducation, aient une visibilité au sein disons, de la société civile haïtienne pour que le collectif, disons, les actions des associations ne se focalisent pas seulement sur l'appui qu'on doit donner à un partenaire spécifique, mais aussi les mêmes choses que vous faites ici, par exemple les journées thématiques, et que les partenaires haïtiens puissent faire la même chose, juste pour qu'ils puissent vraiment, de leur côté, non seulement définir leurs priorités en termes d'éducation de qualité, mais aussi faire valoir ou bien que cette priorité fasse écho dans le reste de la société haïtienne, particulièrement des acteurs en éducation. J'ai aussi visité quelques activités de commerce dont je ne vais pas trop largement parler, mais c'est pour dire une fois de plus que après les rencontres nationales, le représentant du collectif sera disponible et répondra aux appels quand l'occasion est venue. Je vous remercie. On va essayer de voir. Bon, c'est fort. Bien, j'appelle maintenant Delima Pierre de l'ONAP. Alors, il expliquera ce que veut dire ceci par lui-même. Alors, tu as 10 minutes pour expliquer le pourquoi de ta présence. Non, voilà. Non, mais demain, dans les ateliers, tu auras le temps. C'est présenter ce que tu fais, ce que tu as. Voilà, voilà c'est déjà dit. On m'appelle Delima Pierre. Depuis 2015, je fais office de directeur général de l'Office national de partenariat. Je tiens à remercier, avant de commencer, la présidente du collectif Haïti de France. Je remercie aussi l'association Haïti de France d'avoir lancé cette invitation au ministère à l'Office national de partenariat. Nous remercions également l'association qui reçoit l'activité, c'est collectif Haïti en Occitanie, les Occitans. Voilà, et nous remercions, nous saluons le directeur de l'Office, le directeur de communication du ministère et du bureau du ministre, qui nous a accompagnés dans cette mission en vue de relayer tout ce qu'on fait avec Haïti. Nous remercions les membres des deux associations et du réseau des associations constitutives et collectif Haïti de France. L'Office national, je fais simplement pour aujourd'hui une simple mise en contexte de la création de l'ONAP en lien avec ce que nous sommes en train de faire comme association, comme organisation soutenant les efforts de l'État haïtien en matière d'éducation. Je vous dis qu'en 2018, entre 1998
et 2003, l'État haïtien avait un grand partenaire financier, technique et financier en fonction de certaines difficultés, s'était retiré d'Haïti. Je parle de la Banque mondiale. En 2003, la banque annonçait son retour en Haïti, mais il y avait une grande étude, la banque finançait une grande étude sur le système éducatif. C'est au cours de cette étude qu'on s'est rendu compte de ce qui s'est passé en éducation en Haïti, de la chute des Duvaliers à 2003. On s'est rendu compte que de 2006 à 2003, il y a un développement vertigineux. 1986, c'est très loin, 86 là. 1986 à 2003, que le réseau privé, les partenaires, les particuliers en Haïti ouvraient et faisaient fonctionner les écoles. Il y a un développement vertigineux du réseau privé d'éducation. En même temps, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle perdait une certaine emprise sur le système en termes de gouvernance, en termes de régulation, en termes d'évaluation. C'était surtout pour l'enseignement fondamental. À partir de 1990, on s'est rendu compte que le même glissement s'est réalisé en matière d'enseignement technique et professionnel, et surtout en matière d'enseignement universitaire. Face aux résultats de cette étude, on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. L'idée maintenant de créer un organisme fédérateur, un organisme qui puisse faire le lien, le pont entre les différents intervenants. C'est cette étude aussi qui a révélé que le secteur de l'éducation semble faire l'objet d'une sorte d'invasion. Toutes sortes de partenaires techniques et financiers intervenaient. Au niveau multilatéral et bilatéral, on intervenait. Des ONG, des organisations non gouvernementales intervenaient. Maintenant, l'idée est on a regardé le bas du réseau privé. Et le réseau public s'affaiblissait. Qu'est-ce qu'on allait faire? On lançait l'idée de créer un organisme fédérateur, unificateur, qui puisse faire le pont entre les différents intervenants. C'est ainsi que des consultations ont été lancées. Et l'ensemble des consultations débouchaient sur le principe de création d'un office. Cet office allait être l'Office national de partenariat en éducation. Cet office a été créé par la loi du 19 novembre 2007. La mission attribuée à cet organisme